Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que nous sommes au mois de mai et c'est le mois de sensibilisation au syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc je précise au syndrome puisque c'est au pluriel parce qu'on parle de tous les syndromes. Donc le syndrome d'Ehlers-Danlos c'est une maladie dont je suis atteinte et du coup j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, les symptômes, les différents traitements, comment on vit avec, etc. Donc je vais tout vous raconter dans la suite de la vidéo en étant le plus clair possible. Alors je précise, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait médecine, je n'ai jamais fait des études. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est des choses par rapport à moi, mon vécu, ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, ce que j'ai pu lire. J'ai fait des petites notes, donc si vous voyez je regarde en bas, c'est parce que je lis un petit peu mon carnet pour ne rien oublier. J'ai fait un petit peu des recherches sur des sites de différentes associations et de collectifs, etc. Pour cette maladie, pour être sûre de ce que je raconte en fait. Surtout pour des dates, des trucs précis, etc. Et pour ne rien oublier. Si j'oublie certaines choses, n'hésitez pas à venir me le dire dans la petite partie commentaire, à me laisser un petit commentaire pour me dire si jamais j'ai oublié quelque chose ou que j'ai dit une grosse bêtise. Je m'excuse d'avance pour les bêtises que je vais dire si j'en dis, parce que pour moi, ce que je vais dire, c'est juste. Après, je suis pas la science infuse, je suis pas médecin, donc c'est possible que je fasse des petites erreurs, donc n'hésitez pas à me le signaler, mais ne m'en voulez pas. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos ou le SED? Pour rétrécir, on dit le SED, entre nous on dit le SED, les médecins, etc. Mais si on dit à quelqu'un qui ne connaît pas la maladie, le SED, il va pas forcément savoir ce que c'est. C'est une maladie ou atteinte du tissu conjonctif. Ça atteint environ 80% du corps humain et c'est une maladie génétique. Cette maladie, elle a été découverte grâce aux recherches de deux dermatologues. Un Danois qui s'appelait Edvard Ehlers, comme le nom de Ehlers-Danlos, puisqu'il porte le nom des deux personnes, des deux dermatologues qui ont fait les recherches et découvert cette maladie. Donc du coup, ça a été découvert grâce aux recherches des deux personnes. Donc le Danois Edvard Ehlers en 1900 et le Français Alexandre Danlos en 1908. D'où le nom Ehlers-Danlos. Encore maintenant, la maladie, elle est perçue comme une curiosité de la nature par les médecins parce que c'est une maladie qui est peu connue et même les médecins ne la connaissent pas tous. C'est quelque chose de un peu bizarre, on va dire, c'est un peu compliqué à diagnostiquer. Vous comprendrez mieux pourquoi je dis ça au fur et à mesure de la vidéo. Le SED, du coup, c'est une maladie qui peut être très handicapante. Elle est à l'origine d'importantes souffrances et d'exclusion sociale parce que c'est vraiment dur de vivre avec cette maladie puisque c'est une maladie qui ne se voit pas et qui est très peu connue. C'est compliqué d'être considéré aux yeux des autres qui ne connaissent pas la maladie et qui nous voient comme on est. Moi, j'ai pas du tout l'air malade puisque y a rien, il y a aucun signe et c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'on est malade et que ça va pas et que c'est une vraie maladie en fait, qu'on fait pas semblant. Donc en plus de la méconnaissance du corps médical, s'ajoute une incompréhension. Parfois, c'est vraiment accusateur de l'entourage, donc des amis, la famille, etc. qui au début ne comprennent pas pourquoi et qui au bout d'un moment en ont marre, on va dire, et ne comprennent pas ce qu'on ressent, les symptômes, puisque ça ne se voit pas. Ils ont un peu du mal généralement à comprendre au début et même parfois tout le long ils ne comprendront jamais ce qu'on vit en fait. Tout ça, ça contribue à l'isolement des malades, ce qui est assez triste parce que c'est vraiment la réalité. Les gens généralement malades qui ont du mal à se faire comprendre, ils s'isolent, ils se remettent beaucoup en question alors qu'ils ne devraient pas parce qu'en fait ils comprennent pas ce qui leur arrive. Du coup c'est compliqué à déjà comprendre nous-mêmes et le fait que ça ne soit pas compris par l'entourage et parfois un peu minimisé par le corps médical, c'est encore plus compliqué et du coup ça nous fait nous remettre en question quoi. Cette maladie, elle est très compliquée à être diagnostiquée et à être pris au sérieux, le diagnostic est très tardif et des fois il y a des personnes qui sont en errance médicale pendant 10, 20, 30 ans, parfois toute leur vie. Il y a des gens qui sont malades dès la naissance et qui vont être diagnostiqués à 40 ans et franchement c'est très compliqué parce que moi pour l'avoir vécu, après je vous en parlerai un petit peu après, mais moi j'ai forcé pour être diagnostiquée rapidement et trouver ce que j'avais, mais il y a des personnes qui au final ne savent pas trop ce qui leur arrive, ne savent pas trop si c'est normal ou pas, des médecins qui minimisent en disant non c'est dans votre tête, etc. Y a rien, machin, ça c'est normal, ça c'est pas normal, mais c'est pas grave, et ils mettent leur souffrance de côté, ils mettent les symptômes de côté en se disant peut-être que tout le monde est comme ça, peut-être que c'est normal, tant pis, on me dit qu'il y a rien, on me dit que c'est dans ma tête, donc je vais attendre, et au final leur état se dégrade au fur et à mesure des années, et c'est très compliqué, on leur dit que c'est complètement autre chose, on a du mal à diagnostiquer, et du coup les gens, ils sont diagnostiqués très très tard, ils passent une partie de leur vie sans savoir ce qu'ils ont en fait. Les symptômes les plus évocateurs, ceux qu'on retrouve le plus, la liste est non exhaustive, donc du coup j'ai listé le plus de symptômes qui me touchent moi et que je connais, mais il y en a encore d'autres que je n'ai plus en tête, que je n'ai pu retrouver,
et que je ne connais peut-être pas. Donc pareil, si c'est le cas, que j'oublie des choses, dites-le moi en commentaire. Alors, le premier, c'est une fatigue intense et chronique qui est présente dès le lever. Donc j'avais fait une vidéo sur la fatigue chronique il y a quelques semaines, donc je vous la remettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. J'explique exactement ce que c'est la fatigue chronique et les fatigues intenses, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet, allez plutôt voir la vidéo que j'ai faite, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, un des autres gros symptômes, c'est des douleurs diffuses, variables et rebelles aux antalgiques. C'est des douleurs articulaires, cutanées, c'est des douleurs dans les bras, dans le dos, dans les jambes, dans le cou, dans les mains, dans les pieds, dans les genoux, dans partout en fait. C'est vraiment des douleurs qui concernent tout le corps, qui sont diffuses, qui arrivent sans raison, d'un coup comme ça, pas prévisibles, qui sont variables. Un jour on va avoir mal à un endroit du dos très fort, le lendemain plus beaucoup, ou alors ça va durer une crise pendant 1 heure et après ça va passer aux 10 minutes, c'est vraiment très variable. Et la plupart du temps, les antalgiques ne suffisent pas à calmer ces douleurs. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué, parce que c'est des douleurs du coup qu'on peut pas la plupart du temps atténuer avec des antalgiques simples, donc on est obligé d'avoir recours à des antidouleurs un peu plus forts pour certaines douleurs. Un autre symptôme, c'est l'hypermobilité articulaire. C'est des luxations, des subluxations, des entorses à répétition, des pseudo-entorses, de tout. Des coudes, des genoux, des chevilles, des doigts, de tout ce que vous voulez, toutes les articulations. On peut se les luxer, se subluxer. Ça arrive très souvent qu'une personne se déplace, par exemple, se déboîte le poignet, le remettre en place. Les côtes, moi ça m'arrive très souvent de me déplacer des côtes en toussant, en respirant un peu fort, en me tournant un peu trop vite. Les épaules, les omoplates, les hanches, les genoux, tout, vraiment tout se déplace, se tord, se luxe, se subluxe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup c'est aussi un des autres gros symptômes. Ensuite on a une fragilité cutanée, donc la peau est fine, douce, étirable et fragile. On se fait des bleus très facilement, il y a des bleus qui apparaissent sans qu'on se soit cogné. D'un coup on va avoir un bleu sur la jambe, dans le dos, sur le bras. Ou alors au contraire quand on se cogne même un tout petit peu, et ben on va avoir des énormes bleus qui vont arriver. La cicatrisation est longue, on va cicatriser moins rapidement qu'une autre personne et on va être plus enclin à avoir des marques. Par exemple les cicatrices vont mettre plus de temps à disparaître et du coup vont plus rester, vont plus avoir de marques. Par exemple une petite coupure, on va mettre 3 ou 4 fois plus de temps à cicatriser et ça fera toujours une petite marque qui va rester, qui va partir moins rapidement qu'une personne pas atteinte du 7 du coup. Ensuite il y a les migraines. Je pense que tous les 7 quasiment ont des migraines, que ce soit une migraine normale, ophtalmique, de tension quand les muscles du cou ils tirent, les muscles des cervicales. C'est vraiment très très chiant, c'est récurrent, c'est des migraines parfois très douloureuses, des fois c'est des migraines qui restent toute la journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. C'est vraiment très très chiant. C'est, on va dire, c'est un symptôme commun parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des migraines, mais couplé à tout ce qu'on a d'autre, c'est vraiment horrible. Ensuite, on a les troubles de la proprioception et du schéma corporel. Alors c'est-à-dire qu'on perçoit mal notre corps dans l'espace. Donc par exemple quand on va manger ou boire, on va amener la fourchette à notre bouche et des fois on peut taper à côté de la bouche. Quand on boit, pareil. On va être plus enclin à se cogner dans les encadrements de porte. On a beau les voir, on sait qu'ils sont là, on va faire attention à pas se cogner dedans, et on va se cogner dedans. Que ça soit des encadrements de porte, des tables, des chaises, tout ce que vous voulez, on se cogne tout le temps dedans. On a des maladresses, on fait tomber des objets parce que du coup on perçoit mal notre corps dans l'espace. Ensuite, quelque chose qui est vraiment très chiant, c'est les manifestations digestives. Alors il y en a de toutes sortes, tout le monde n'en a pas, des fois certaines personnes ont une seule manifestation, d'autres beaucoup plus. Alors ça peut aller des douleurs à l'estomac, à l'intestin, à tout le ventre en entier, de la constipation, des diarrhées, des ballonnements, des reflux, des vomissements, des brûlures d'estomac, des lourdeurs d'estomac. Franchement, l'estomac, les intestins, tout le ventre toujours très très sensible. Un autre symptôme, c'est l'essoufflement et les pseudo-crises d'asthme. Alors je dis ça pour tout englober. Donc on va être essoufflé plus rapidement qu'une personne en bonne santé alors qu'on n'aura pas vraiment fait d'effort. Par exemple, rien que le fait de se mettre debout, de marcher, d'être assis dans son lit, des fois on est essoufflé pour tout et rien. On peut faire des crises d'hyperventilation, moi j'en fais, donc je suis souvent essoufflée et en plus j'hyperventile. On respire mal, au niveau respiratoire c'est assez compliqué, il y a des personnes qui ont des atteintes un peu plus graves au niveau respiratoire que ce que je viens de dire, mais du coup comme je ne suis pas experte là-dedans, j'ai juste répertorié essoufflement et crise d'asthme, donc des problèmes respiratoires. On a aussi les manifestations ORL, tout ce qui est acouphène et hyperacousie, donc les acouphènes je pense que tout le monde connaît. L'hyperacousie c'est percevoir tous les sons mais trop fort, tous les petits bruits des lampes, tous les petits bruits dans les magasins, tous les petits bruits un peu chiants, et on va les percevoir et des fois c'est pas agréable du tout quand on est dehors par exemple dans les magasins et c'est hyper désagréable dans la vie quotidienne. Ensuite il y a des troubles de la mémorisation, de l'attention, de l'organisation et de l'orientation. On a vraiment du mal à rester concentré, par exemple les jeunes qui vont à l'école en cours ils ont du mal à rester bien concentrés, attentifs à ce qu'on leur dit, ils ont du mal à retenir, mais ça peut être aussi le cas dans la vie de tous les jours où on va avoir du mal à rester concentré sur une activité précise, sur quelque chose même de très simple. D'un coup ça on va décrocher et on va avoir vraiment du mal à rester vraiment concentré et attentif
attentif sur quelque chose de précis pendant longtemps. Comme ça suffit pas d'être fatigué, on a aussi des troubles du sommeil, donc que ça soit des insomnies, du coup des problèmes pour s'endormir, on dort pas bien, on peut faire de l'apnée du sommeil, on peut avoir du mal à respirer la nuit, enfin, vraiment tous les troubles du sommeil, tous ceux que vous connaissez, et on peut les avoir. Ensuite, un autre symptôme, c'est les extrémités glacées. Alors on a souvent, même en plein été, les doigts, enfin les mains et les pieds très froids, mais quand je dis glacé, c'est vraiment glacé comme si il faisait -15 dehors. Hein. Alors on a aussi des crises de fièvre inexpliquées, donc des fois on va avoir de la fièvre pour rien. On n'en sera pas malade, on n'aura pas la grippe ou quelque chose comme ça. Un coup de fièvre pendant 1 ou 2 heures, ou toute une journée, toute une nuit, ou des fois moi ça m'arrive, j'ai de la fièvre pendant 3/4 d'heure et après plus rien, mais sans explication, sans rien. Ça arrive d'un coup comme ça, on sait pas pourquoi. Il y a aussi l'hypotension, donc c'est la tension très basse. Ensuite, au niveau gynécologique, on a des risques de fausses couches et les accouchements sont assez difficiles dans la plupart des cas. Après, je préfère le dire maintenant, j'ai fait toute la liste des symptômes du coup que je connaissais. Tous les symptômes que j'ai dit, chaque personne les ressent différemment. Hein. Quand par exemple je dis les accouchements difficiles, ça va pas être le cas pour tout le monde, mais dans la globalité, les accouchements sont un peu plus difficiles. Il y a plus de risques de fausses couches que pour une personne qui n'est pas atteinte du 7 du coup. Et pour tous les symptômes que j'ai listés, c'est la même chose. Hein. Il y a des personnes qui les ont, des personnes qui les ont pas, qui les ont plus ou moins forts, etc. Donc chaque personne ressent et a des symptômes complètement différents. Donc ce qui rend difficile le diagnostic. Chaque symptôme, si on les isole, ils sont plutôt banals. Vraiment, c'est des symptômes que n'importe qui peut avoir, sauf que nous, on les a tous en même temps. Donc c'est pas normal d'avoir autant de symptômes banals et fréquents d'un coup. Donc autre chose qui rend encore plus difficile le diagnostic, c'est que les symptômes, ils sont variables dans le temps. Ils varient généralement par crise, donc c'est pas des symptômes qu'on a, pour la plupart, certains symptômes 24/24 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça varie aussi en fonction du climat, donc les saisons, s'il pleut, s'il fait froid, s'il y a de la neige, s'il fait chaud, si on est en été, printemps, automne, hiver, il y a des symptômes qui varient. Par exemple en hiver, quand l'hiver revient ou que le temps est humide, on va avoir plus de douleurs que les jours où il fait chaud, où il y a du soleil. Et c'est vraiment hyper variable et c'est pour ça que les diagnostics sont assez compliqués à avoir. Du coup, pour conclure cette partie sur les symptômes, on retiendra entre guillemets que la fatigue et les douleurs, la douleur, quand je dis douleur, ça englobe toutes les douleurs, hein, sont les symptômes qui sont dominants dans ce syndrome parce que les personnes atteintes du SED ont un corps qui est hyper réactif à la douleur. Marcher et bouger et faire les activités les plus simples du quotidien, c'est douloureux. Vivre et exister en général, c'est douloureux pour les personnes qui ont le SED. Maintenant, on va parler des aides et des traitements qui sont apportés aux personnes malades. Il n'y a aucun traitement qui peut guérir la maladie, parce que c'est une maladie qui est incurable, mais il existe des dispositifs qui permettent de soulager et atténuer certains symptômes de la maladie. Dans les aides qu'on peut avoir, on a des coussins d'assise et d'appui, des coussins de positionnement, des matelas à mémoire de forme. Donc les coussins d'assise et d'appui, c'est comme sur les fauteuils roulants. En gros, c'est des dispositifs anti-escar. Donc en gros, c'est à mémoire de forme. C'est des choses qu'on met, des coussins pour s'asseoir dessus, qu'on a pour le dos. On a des coussins de positionnement, par exemple, pour la nuit. C'est un peu comme les coussins pour les femmes enceintes, en fait. Sauf que c'est en matière un peu mémoire de forme. Donc il y a beaucoup de formes différentes. Il y en a, c'est des gros boudins comme ça pour se mettre dessus. Il y en a d'autres, des coussins pour, par exemple, quand on veut dormir sur le ventre, qu'on met sous le ventre, qu'on met sous la poitrine, qu'on met sous le dos, sous les jambes, sous les bras, etc. pour réussir à dormir dans des positions agréables et qui nous font pas mal et soulager les douleurs. Ensuite, on a les orthèses souples, donc tout ce qui est maintien des genoux, des chevilles, des coudes, des poignets, des épaules, des doigts. Donc c'est des orthèses qu'on peut porter la journée. Donc par exemple, on va avoir une orthèse au poignet, mais on peut quand même bouger le poignet puisque c'est des orthèses souples. Et il y a aussi les orthèses de repos. Donc c'est des orthèses dures où on peut pas bouger. En fait, c'est des orthèses pour les poignets et les doigts pour la nuit, ou je crois qu'il y en a aussi pour les articulations des jambes, donc les genoux et les chevilles. Donc c'est des orthèses dures, donc on va l'enfiler et on va avoir la main qui va être dans une certaine position. Et en gros, ça fait que les articulations vont être au repos, elles vont être comme dans un cocon. Et en fait, ça va atténuer les douleurs et permettre de pas se refaire mal la nuit. Par exemple, si on a sollicité beaucoup le poignet, la nuit on va peut-être bouger dans tous les sens et se refaire mal. Et là non, comme on aura l'orthèse, le poignet va pouvoir se reposer tranquillement et les douleurs vont pouvoir disparaître en entier ou en partie. Ensuite, on a les orthèses plantaires de soutien et il y a aussi des orthèses de sollicitation proprioceptive. Donc c'est-à-dire que avec certaines semelles, on peut avoir beaucoup moins de vertige et réussir à, quand on les porte et qu'on marche, à un petit peu moins se cogner et un peu mieux percevoir son corps dans l'espace. Perso, j'en ai eu, ça a absolument pas marché. Du coup, j'en profite pour dire quelque chose. Toutes les aides et traitements que je vais lister ne fonctionnent pas sur tout le monde. Moi, il y a des choses que j'ai testées dans la liste qui ne fonctionnent absolument pas sur moi, vraiment pas du tout. Mais sur certaines personnes, ça va marcher vraiment du tonnerre. Mais
Mais du coup, tout ce que je vais lister, c'est des choses qu'on nous propose, mais les résultats ne sont pas forcément probants pour tout le monde, et c'est pas 100% des gens sur qui ça va marcher, hein. Vraiment, c'est vraiment au cas par cas, et c'est pour ça que c'est compliqué à traiter cette maladie, puisque c'est tellement différent d'une personne à l'autre que les aides et les traitements vont pas fonctionner sur tout le monde. Donc ensuite on a le TENS, donc c'est un dispositif de stimulation antidouleur par neurostimulation électrique transcutanée, donc comme la peau est assez fine, ça marche assez bien. Donc en gros c'est des petites électrodes un peu en gel qu'on colle sur la peau. On va mettre on va relier à des fils à l'appareil et ça va envoyer des petites des petites décharges électriques comme des fourmis, ça fait pas mal, hein, c'est pas des décharges électriques vraiment. Ça va permettre d'atténuer certaines douleurs, donc par exemple dans les jambes, dans le dos, un peu partout dans le corps. Ensuite on peut en local appliquer du froid pour les douleurs ou du chaud, donc de la chaleur, des bouillottes, des choses comme ça, donc le froid, des poches de froid ou de la glace. Le chaud, ça peut aussi aider pour certaines douleurs, puisque ça va détendre les muscles. Par exemple, quand on a quelque chose de bloqué dans le dos, qu'on a une grosse douleur dans le dos, on pose une bouillotte, ça peut détendre et aider un petit peu à atténuer les douleurs ou à les faire partir complètement. Donc on a aussi des vêtements compressifs, donc comme pour les grands brûlés, il y a des gilets, il y a des pantalons, il y a des t-shirts un peu comme des brassières, on a aussi des gants, des mitaines, on a pour les chevilles, on a pour les genoux, on a vraiment pour tout le corps complet comme des vêtements normaux. Et en fait ça va venir compresser la peau, donc ça peut aider pour les douleurs, enfin ça va venir compresser la peau, ça va venir compresser le corps puisque c'est compressif, et ça va aider parfois à réduire un peu les troubles de la proprioception et à réduire les douleurs. Après il y a des personnes sur qui c'est miraculeux, d'autres non, il y a des fois ça va marcher, des fois non, c'est vraiment au cas par cas. Ensuite on a les antalgiques, toutes sortes d'antidouleurs, les trucs de base. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet puisque tout le monde connaît comment ça fonctionne un antidouleur, un antalgique. Sinon, pour certaines personnes est proposée l'oxygénothérapie. Donc en gros c'est des séances d'oxygène, donc avec les petites lunettes, alors je crois que ça s'appelle comme ça, les petits trucs qu'on met dans le nez, les petites lunettes ou un masque. On va faire par exemple, je crois que c'est ça doit être 3 fois par jour pendant 20 minutes ou une demi-heure, je ne sais plus du tout. C'est des séances où c'est vraiment le médecin qui nous le prescrit, nous dit combien de temps on doit le faire. C'est pas avoir l'oxygène tout le temps, c'est vraiment des séances d'oxygénothérapie où on va le faire par exemple quand on a des migraines, quand on a mal, quand on est fatigué, et ça peut aider à réduire les migraines du coup, surtout la fatigue, certaines douleurs, certaines tensions, ça peut aider aussi à bien respirer. Du coup pour conclure un petit peu toute cette partie explicative, on va retenir que le CED, les CED d'ailleurs, c'est des maladies invisibles, donc les personnes ont vraiment du mal à se faire comprendre et à être crues surtout. On a vraiment besoin de prouver sans cesse qu'on est malade pour que les gens nous croient, on est sans cesse obligé de prouver qu'on est fatigué, que ça va pas, qu'on a mal quelque part, parce que les gens, comme ils le voient pas, comme c'est pas visible, et ils pensent que on fait de la comédie et que c'est pas vrai, et c'est vraiment épuisant au quotidien de devoir se justifier en permanence. C'est une maladie qui est difficile à vivre au quotidien parce qu'on n'a pas de repos, en fait on n'a pas de répit, c'est tous les jours, toute l'année, tout le temps, toute notre vie, on va avoir cette maladie. En fait c'est vraiment un job à plein temps, on doit se soigner. Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire dans la liste des symptômes, qu'il y a les séances de kiné et la balnéo qui sont vraiment très très importantes, parce qu'on va avoir un kiné qui va nous suivre pour tout. Les kinés c'est des personnes qui nous accompagnent dans nos traitements, parce qu'ils sont là vraiment pour nous aider à avoir moins de douleur, à remettre les choses en place. C'est vraiment des soignants qui sont vraiment importants pour les CED. Si ça vous intéresse, que je vous raconte en détail mon diagnostic, comment j'ai été diagnostiquée, toutes les démarches que j'ai pu faire et les démarches que je fais encore à l'heure d'aujourd'hui, dites-le moi en commentaire et je referai une autre vidéo, celle-ci va déjà être assez longue. Je vous mettrai en barre d'infos des liens vers des groupes Facebook de gens malades, des associations, des groupes d'associations, des liens Facebook, des liens de leur site internet parce que j'en ai vraiment répertorié pas mal. Je vous mettrai aussi mon compte Instagram parce que je partage pas mal de choses par rapport à ça. Si vous avez la moindre question, vous pouvez déjà me poser des questions dans les commentaires ou alors venir m'envoyer un message sur Instagram, je vous mettrai mon compte, et je vais aussi mettre mon adresse mail si vous voulez m'envoyer un mail pour poser des questions sur tout et n'importe quoi par rapport au CED, que ça soit les médecins, les centres de diagnostic, tout et n'importe quoi, les traitements, n'importe ce que vous voulez, vous avez juste envie de parler parce que vous avez le CED, vous êtes seul et personne ne vous comprend. Alors surtout, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur Instagram ou un mail, je vous répondrai, c'est certain, moi il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo sur ça, puisque je ne vais pas m'étendre sur plus de choses, je pense que j'ai dit le principal. Alors j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que ça vous aura plu, que ça vous aura sensibilisé à la cause du syndrome d'Ehlers
d'Ehlers Danlos et des maladies chroniques et orphelines comme le syndrome d'Ehlers Danlos, qui en existe énormément, que j'ai pas trop parlé, que vous avez tout compris. Si vous voulez m'aider ou aider les SAID en général à être connus, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous avez un petit peu envie de me soutenir, vous pouvez vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et du coup je finis sur ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.